Bonjour à toutes et à tous. Expliquez-moi pourquoi l'expert comptable se priverait de proposer ses services en matière d'épargne salariale ou de retraite supplémentaire. Il connaît parfaitement la situation de l'entreprise, il a des relations étroites avec le dirigeant, il a suivi normalement les dernières évolutions législatives en la matière. Par conséquent, la valeur ajoutée du professionnel du chiffre et du conseil est évidente, elle est avérée. Nous sommes là pour embarquer les derniers réticents, convaincre qu'il y a sur cette optimisation des suppléments de rémunération des missions intéressantes, légitimes, pertinentes et à forte valeur ajoutée. Et pour convaincre ces derniers réticents, on a la chance de pouvoir s'appuyer sur Bruno Chrétien, que je salue. Bruno. Bonjour. Alors Bruno Chrétien, président de Factoriel, président de l'Institut de protection sociale, et il est accompagné aujourd'hui de Charles Basset, qui pilote la commission attractivité du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Bonjour. Bien, on ne touche pas aux traditions, on débute tout de suite par le chiffre du jour. Et le chiffre du jour, vous l'avez choisi et vous allez le commenter, Bruno. Donc le 22-05-19, donc c'est la date de promulgation de la loi Pacte qui va être le texte fondateur des règles applicables actuellement en matière de retraite et d'épargne salariale. Retraite supplémentaire, bien sûr. 22 mai 2019. Donc on a 1000 bonnes raisons d'évoquer l'optimisation des rémunérations complémentaires du dirigeant, mais la première raison, c'est donc l'évolution législative. C'est ce qu'a dit Bruno, c'est la loi Pacte, tout d'abord, et puis le projet de réforme des retraites. Jusqu'à là, on avait des dispositifs disséminés. On trouvait côte à côte les règles relatives à la retraite individuelle, avec l'ancien Madelin, le PERP également, les dispositifs des retraites collectives, avec le fameux article 83, et d'autres que ceux provenant de l'épargne salariale, avec les PERCO. Donc là, vous êtes en train de me dire qu'on était dans une sorte de maquis où une chatte n'aurait pas retrouvé ses chatons. Enfin, ça, vous ne l'avez pas dit comme ça, mais vous le pensez. Qu'est-ce que la loi Pacte a changé ? Alors, énormément de choses, mais principalement la possibilité de sortie en capital de tous ces dispositifs. Et donc ça, c'est le principal changement. Rente, capital. Si on a le choix, il faut déterminer des critères de choix. Sur quels éléments se baser pour choisir alors ? Alors, avant toute chose, en fait, il faut bâtir une stratégie cohérente en termes de retraite. Et donc, une stratégie retraite, il ne faut jamais perdre de vue que c'est d'abord une dimension de rente viagère, puis de rente temporaire, et enfin d'assurance dépendance. Donc, qu'est-ce que j'aurai toute ma vie à la retraite ? De quoi j'ai besoin pour les premières années où ça finance les loisirs, en fait, de début de vie et de retraité. Et puis, bien sûr, la dépendance, où là, c'est le jour où je me retrouve en inaptitude complète et je finis en EHPAD. Alors, il y a le volet décès également. Alors, le volet décès qu'on oublie souvent, qui ne concerne pas tout le monde, mais qui peut concerner notamment les personnes qui arrivent à la retraite. Il y en a de plus en plus qui arrivent avec de jeunes enfants à charge. On a soit effectivement des couples qui font les enfants tardivement, une jeune femme qui a 40-45 ans qui est enceinte, ça n'a rien d'exceptionnel aujourd'hui, mais ça veut dire que dans les premières années de la retraite, il y a encore un enfant qui n'a pas fini ses études. Et puis on a bien sûr la situation des couples recomposés. Souvent, la femme est beaucoup plus jeune, souvent une dizaine d'années de moins, et donc eh bien, on arrive maintenant avec des chefs de famille qui arrivent à la retraite, et là, il y a un enfant qui a 10-15 ans. Donc, il faudra de l'assurance décès pour le garantir. Alors, j'imagine qu'il existe de nombreuses combinaisons possibles. Sur quels arbitrages l'expert comptable va construire son analyse pour permettre à ses clients de faire le bon choix ? Alors, c'est comme dans chaque mission, tout dépend de l'objectif. Il va falloir d'abord déterminer l'objectif du client pour y apporter les meilleures solutions. Est-ce que c'est l'optimisation de sa retraite future, l'optimisation de la rémunération immédiate, des placements, des optimisations fiscales et sociales ? J'imagine que le statut social du dirigeant va être important aussi. Le statut social du dirigeant est déterminant, en effet. Alors, dans cet univers législatif qui est instable par nature, les règles relatives à la retraite supplémentaire et à l'épargne salariale, est-ce que ces règles-là ne risquent pas d'évoluer dans le futur et donc d'impacter le travail de l'expert comptable dans la direction qu'il va donner à ses choix ? Alors c'est une des questions que se pose toujours l'expert comptable en disant finalement à quoi ça sert d'investir s'il y a des changements permanents. On le voit très bien par exemple en tout ce qui concerne l'assurance santé. L'assurance santé par exemple, sur les 20 dernières années, il y a eu 40 changements législatifs. Donc c'est juste hallucinant. En matière de retraite, en revanche, les changements sont beaucoup moins fréquents.
On peut citer les grandes dates, 3 grandes dates, on va dire. 94 avec la loi Madelin qui instaure une déduction fiscale des cotisations de retraite, de prévoyance aussi pour les indépendants. On va trouver également en la matière tout ce qui concerne donc la réforme de 2004 avec donc la loi Fillon qui revoit les règles de déduction, à la fois pour les contrats collectifs et aussi pour les contrats d'ATNS. Et puis donc, plus récemment, bien sûr, avec la loi Pacte, qui a là aussi, non pas refondu les règles fiscales, mais refondu, comme disait Charles à juste titre, les conditions de sortie. Donc il y a un changement tous les 10-15 ans. Et est-ce que cette loi Pacte vous semble plus stable, en tout cas dans le volet qui nous intéresse? Alors on parle beaucoup de retraite, parce qu'il y a la réforme des retraites qui arrive à nouveau, enfin, c'est un sujet qui revient en permanence. Sur la retraite supplémentaire, on peut dire que le pouvoir en place a refondu avec la loi Pacte de manière assez cohérente l'ensemble des dispositifs supplémentaires. Alors évidemment, il peut toujours avoir un accident politique, quel qu'il soit, mais dans sa structuration, aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de contestation du montage tel qu'il existe à ce jour. Donc, on peut penser qu'on est parti au moins pour 10-15 ans de stabilité. Alors, si on revient à la mission que pourrait mener l'expert comptable, quel est le contenu de cette mission et quel rendu est remis au client? Le rendu, c'est comme dans chaque mission, c'est un rapport qui va bien souvent être un comparatif. On va s'attacher bien évidemment aux revenus disponibles, mais pas seulement. On va le mettre en parallèle avec les droits qu'il ouvre. Et généralement, qui produit cette mission au sein du cabinet? Est-ce que c'est l'expert comptable lui-même? Dans la plupart des cabinets, ça sera l'expert comptable, mais pas seulement. Ça peut être quelqu'un de spécialisé dans ce domaine, un responsable social, ou éventuellement, dans certains cabinets un peu plus développés, un spécialiste en gestion de patrimoine. Alors, la question que se pose souvent l'expert comptable, qui n'est pas forcément un commercial, même si certains le sont par nature, c'est comment amener le sujet aux dirigeants de l'entreprise? Alors, on a notre fameux rendez-vous annuel de bilan qui peut être l'objet de cette approche, mais on n'est pas obligé d'attendre ce rendez-vous privilégié avec nos clients. On peut détecter, prendre la liste de nos clients et au cas par cas détecter les clients qui seraient intéressés, sur lesquels il y aurait des optimisations à faire. Segmenter le portefeuille, vous êtes d'accord avec cette approche? Oui, je pense que l'approche, effectivement, consiste à identifier par une étude, un chiffrage rapide, l'ordre de grandeur de ce que le client peut gagner. C'est finalement pour les différentes études sociales, c'est un petit peu ça. Et puis, on va proposer au client ensuite d'y aller plus loin, d'avoir une étude qui va être facturée, dès lors qu'on sait qu'il y a un enjeu fort. Et donc, c'est là qu'il y aura la mission elle-même, quoi. Et ça se facture, une mission comme ça? Encore une fois, ça devrait se facturer et ça doit se facturer. C'est des missions à énorme valeur ajoutée pour le cabinet et pour le client. C'est des missions qui permettent de fidéliser notre clientèle, qui permettent de faire en sorte que nos clients soient nos meilleurs prescripteurs. Et ça, on fait gagner directement de l'argent aux clients. Donc ça devrait se facturer. Et se facturer, mais se facturer combien? J'imagine que ça dépend de la situation du client. Ça dépend du temps passé, ça dépend de la technicité, ça dépend de ce qui va être mis en place et ça dépend également, ça devrait dépendre également de l'argent qu'on va faire gagner directement à notre client. Bruno, sur cette facturation, vous avez une réflexion? Oui, là on est effectivement dans l'approche qu'on peut préconiser pour d'autres types d'études, mais c'est si je fais une économie, cette économie, je dois la mettre en perspective avec l'économie sur la durée. Trop souvent, prenons un exemple, on va avoir un coût de mission qui va être de 3 000 €, on a une économie de 8 000 €. Bon, le client se dit, l'expert comptable, il gagne bien sa vie. Alors, il n'y a pas de souci à ce qu'il la gagne bien, mais il ne perçoit pas que cette économie, alors même qu'il n'y aura pas de mission tous les ans, eh bien, elle va se faire par exemple sur 3 ans. Donc, en fait, il économise 24 000 € pour 3 000 € d'études, ça n'a plus rien à voir. Et c'est ça, souvent, ce que l'expert comptable omet de mettre. On ne se situe pas dans une logique de durée, ce qui fait que l'économie perçue par rapport à la prestation est perçue trop faible, en fait, alors qu'elle est beaucoup plus importante que ça. Il faut parler chiffres, sérieusement. Donc, vous dites à vos confrères, allez-y? Allez-y, et je rebondis sur ce qu'a dit Bruno, d'où l'importance de bien matérialiser ce type de mission avec un rapport. Et oui, allez-y. Donc le message est clairement passé. Créer cette relation avec le client pour lui proposer des missions d'optimisation des suppléments de rémunération. C'était le thème du jour. Vous allez avoir la possibilité de revoir cette émission si certains passages vous ont échappé ou si Charles Basset n'a pas été suffisamment complet dans ses réponses. Mais vous aurez aussi la possibilité de revoir toute cette collection consacrée aux dossiers sociaux et aux missions sociales que le cabinet peut proposer à ses clients. Bonne journée à vous et à très vite.